Bonjour et bienvenue à Deuxième Porte à gauche, le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Mon nom est Camille Lemay et dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle avec la docteure Kimberly Carrière, Kim, comme vous allez voir, qu'on a déjà reçu sur un épisode il y a quelques temps. Kim est psychologue spécialisée en maladies inflammatoires de l'intestin et à la demande générale, on la reçoit pour parler d'un nouveau sujet, en fait, donc du lien, premièrement, entre les maladies inflammatoires de l'intestin et peut-être des tendances alimentaires douteuses, si on peut dire. Je vous le dis tout de suite, il y a peut-être des éléments qui pourraient être un peu trigger ou déclencheurs dans l'épisode si jamais vous avez... d'une manière ou d'une autre, des tendances aux troubles alimentaires. Donc, je vous en parle tout de suite pour éviter de déclencher certains trucs dans l'épisode. Sinon, donc, c'est ça, on va parler vraiment de peur alimentaire. On va parler peut-être de tendance au binge eating, donc à manger de façon obsessive et compulsive à certains moments de notre vie avec la maladie inflammatoire de l'intestin. On va aussi parler vraiment de beaucoup d'autres éléments liés à la psychologie. Donc, on va parler de relations d'aide, comment on peut soutenir quelqu'un dans notre entourage qui a une maladie inflammatoire de l'intestin. Relations de couple aussi. On va parler d'ouverture, de nommer ses besoins, cette fameuse phrase que vous allez voir est tellement importante dans un parcours comme le nôtre. J'en dirai pas plus, on couvre beaucoup de sujets. C'est comme toujours une discussion super agréable et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à l'écouter. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Coloplast et son nouveau guide Bien vivre et bien manger. C'est un petit guide gratuit qui est disponible en ligne sur leur site web de Coloplast Canada. En fait, c'est un guide que j'aurais beaucoup aimé avoir quand je suis sortie de l'hôpital après ma chirurgie sur la stomie parce que souvent on se pose des questions. Est-ce que je dois changer ma façon de vivre? Est-ce que je dois changer mon alimentation après une chirurgie? Donc, le guide répond vraiment à toutes vos questions. On aide justement à bien gérer les symptômes ou encore les petits problèmes qui peuvent arriver avec une stomie, surtout dans les premiers temps. Il y a des recettes pour vous aider à rester bien alimenté, bien hydraté aussi. On sait que c'est un défi quotidien, rester hydraté. On n'y pense pas nécessairement au début, mais par la suite, ça vient. Donc, des recettes pour rester hydraté aussi. Une liste d'épicerie post-chirurgie. Les aliments qui sont peut-être plus faciles à digérer pour vraiment vous enlever le plus de charge mentale possible dans ces temps qui sont parfois plus difficiles de convalescence. Donc, une liste d'épicerie, des informations nutritionnelles aussi et finalement un journal alimentaire que vous pouvez imprimer. Qu'on ait un Crohn, une colite, avec ou sans stomie, un journal alimentaire, c'est vraiment une bonne base pour nous aider à comprendre notre système et ce qui fonctionne pour nous. Donc, je vais mettre l'URL dans le bas de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est gratuit sur le site de Coloplast Canada et c'est le guide Bien vivre et bien manger. Merci à Coloplast, le commanditaire de cet épisode de Deuxième Porte à gauche. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont basées sur mon expérience personnelle et celle de mon invité et ne représentent en aucun cas l'opinion de Coloplast ou ne devraient remplacer un avis médical professionnel. La situation de chaque personne est unique, il se peut donc que votre expérience soit différente. Si vous avez des questions sur les produits, les services et les instructions d'utilisation de Coloplast, veuillez les contacter directement au 1-866-293-6349. Docteur Kimberly Carrière. Salut! Allô, merci. Merci d'être encore ici aujourd'hui. Bien, merci pour l'invitation. Pour ceux qui auraient écouté plusieurs épisodes, Kim, pour les intimes, est déjà venue faire un épisode avec nous où on parlait vraiment, pas des bases de la santé mentale, mais on donnait quand même des pistes d'informations de base sur le fonctionnement de notre cerveau, sur la gestion de l'anxiété, la pleine conscience aussi. Aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler de... En fait, le gros de l'épisode va vraiment être autour de la relation entre la nourriture et la maladie de Crohn, d'un aspect plus... Crohn et colite ulcéreuse, d'un aspect plus psychologique. J'explique un peu d'où m'est venu ce questionnement-là. J'ai écouté, en fait, j'ai dévoré le balado Dans le trouble sur audio qui parle de troubles alimentaires. Puis...
on dirait qu'en écoutant les différents témoignages, il y a des pistes de réflexion, ou en fait des situations du quotidien qui m'ont ramené carrément dans mon quotidien avec la maladie dans le temps où c'était pas stable, puis aussi de situations que j'ai pu voir chez d'autres gens dans mon entourage. Puis là, la question est venue, est-ce que avoir une maladie inflammatoire de l'intestin peut avoir un lien sur notre relation avec la nourriture? Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on en parle ensemble. Kim, je vais juste le rappeler, t'es psychologue à la clinique des maladies inflammatoires de l'intestin à l'Hôpital général de Montréal, vraiment spécialisée dans le rôle entre l'intestin, le cerveau. Et on m'a dit aussi que tu avais un intérêt particulier également du côté de la relation avec l'alimentation. Oui, parce que durant mon doctorat, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'alimentation. Donc, j'ai comme je suis comme expert de ça aussi. On met pas de guillemets. Expert de ça aussi. Écoute, je sais pas comment on peut commencer à aborder ça, mais j'ai envie de dire, d'abord, quand on se pose la question, est-ce que c'est possible que ma maladie inflammatoire dans l'intestin vienne peut-être chatouiller certaines zones de mon cerveau liées à la nourriture? Est-ce qu'on a raison de penser à ça, que peut-être que la ligne est mince parfois entre faire attention puis développer des penchants qui pourraient être un peu plus dangereux? Ben oui, puis on peut commencer, je pense, à parler de, est-ce qu'on a un risque élevé de développer un trouble d'alimentation quand on vit avec une MI? Et la réponse est oui. Mais je pense que souvent, quand on pense à des troubles d'alimentation, on pense souvent à des troubles comme l'anorexie ou la bulimie. Et bien sûr, ces types de troubles touchent notre population, mais pas trop. Mais il y a un autre trouble qui touche notre population, puis ça s'appelle un trouble d'évitement et de restriction d'alimentation. Et c'est caractérisé par une peur très extrême de manger ou de consommer certains aliments, soit ce sont des boissons ou de la nourriture, parce qu'ils ont peur de déclencher des symptômes gastro-intestinaux. Et la recherche a montré qu'à peu près 10% de la population qui sont diagnostiqués avec une IMI vit avec ce trouble aussi. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit être on doit faire attention, puis c'est quelque chose qu'on doit aborder avec notre équipe de santé professionnelle parce que la recherche a aussi montré que 60% de ces personnes sont aussi à un risque très élevé de développer la malnutrition. OK. Puis là, quand on parle de population, c'est ça, tu l'as spécifié, on parle de la population qui est MI. Donc il y a une maladie inflammatoire de l'intestin. 10%, c'est quand même énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Puis à ce moment-là, donc on parle quasiment de peurs alimentaires qui peuvent se développer. Oui. Parce qu'on associe certains aliments à de la douleur ou encore à des risques peut-être de complications. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment une peur qui est caractérisée. C'est une peur qui est associée ou reliée à une peur de déclencher des symptômes ou déclencher une crise. Puis ça commence souvent quand on rentre dans une période active de notre maladie. Notre équipe professionnelle va nous dire, il y a certains aliments que tu veux éviter ou tu as certaines choses que tu veux modifier par rapport à votre régime d'aliments durant cette période de crise, juste pour pouvoir aider vos intestins à guérir. Et ces modifications sont normales, puis c'est bon pour nous. Mais après la crise, tu dois avoir à peu près 10% des personnes qui vont avoir la difficulté à réintégrer des aliments parce qu'ils ont encore peur de déclencher d'autres symptômes. Ouais. Ben, tu me dis ça, puis on dirait que ça a tellement de sens parce que surtout quand les crises sont longues, ou en fait, même si elles sont courtes, elles sont particulièrement prenantes. Tu sais, quand on a mal, on a mal. Ouais. Fait que tu veux tout faire pour éviter de retomber là-dedans. Puis on dirait que le seul contrôle qu'on a, c'est la nourriture. Tout le temps. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, on se dit, il y a des trucs qui sont faciles à couper. Tu sais, on peut se dire, je vais arrêter le café, je vais arrêter l'alcool. Ça, on dirait que c'est moins difficile à couper. Après ça, la nourriture, c'est là que ça devient... Personne, je pense, devient malade en coupant l'alcool ou le café. Ouais. Mais la nourriture, là, c'est ça, quand on se restreint trop... Tu as nommé quelque chose d'intéressant tantôt où tu sais, le médecin ou le professionnel de la santé va te dire de limiter certains aliments pendant tes crises. Moi, ce que j'aime bien aussi décrire, quand les gens me demandent qu'est-ce que je peux manger, maintenant, je le dis toujours,
maintenant, je suis stable. Donc, je peux manger pas mal ce que je veux, à l'exception de, puis là, je nomme 3-4 trucs. Principalement parce que je suis allergique ou parce que à cause de ma stomie, des fois, je suis plus à risque de faire des blocages. Fait que j'évite autant que je peux. Mais je dis toujours, mais quand je suis en crise, je mange pratiquement que 4 choses. Sauf que quand je vais bien, c'est important de ramener ces aliments-là. Mais tu dis, puis je me rappelle encore de l'espèce de stress de manger. Je ne vais pas nommer de trucs en particulier parce qu'en tout cas, c'est toujours délicat un peu parler de ces sujets-là, mais ramener des aliments, soit qui ont eu des réactions sur soi, à long terme ou à court terme. Puis tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai presque tout remis dans mon alimentation. Ouais. Mais c'est pas évident. Donc, comment est-ce qu'à ce moment-là, tu sais, si on remarque peut-être qu'on a un pattern d'avoir une peur d'un aliment, comment est-ce que on peut travailler ça personnellement? Ouais, puis c'est une bonne question parce que je veux que, c'est après une crise ou après une période où on n'était pas stable par rapport à notre maladie, c'est vraiment normal qu'on ait peur de réintégrer des éléments. Comme tu avais dit, tu sais. Mais on peut le faire, cette réintroduction, d'une manière très, très lentement. On ne doit pas avoir comme des pensées qui sont nulles ou rien. Et je trouve avec des patients ils ont comme une mode de, ben, quand je suis stable, je dois réintégrer toutes ces choses-là. Mais c'est un peu comme envahissant ou c'est un peu... C'est drastique, là. C'est vraiment drastique, puis ça doit pas être drastique. Tu peux le faire d'une manière très lentement, petit à petit. Par exemple, tu dois commencer à réintégrer des légumes. OK, mais tu peux changer la texture des légumes. Exact. Ouais, donc tu peux bouillir tes carottes et les carottes peuvent être très, 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 très mous. Ou tu peux peler la pomme ou tu fais une compote de pommes. Mais c'est juste commencer à réintégrer et te dire que oui, je peux manger la pomme. Ou oui, je peux manger les carottes. Donc, c'est vraiment d'aller dans une mode très lentement pour commencer à réintégrer ces aliments. Mais c'est bon, ça. Parce qu'à ce moment-là, la peur, c'est pas le légume ou le fruit lui-même. Tu sais, c'est vraiment... On peut commencer par des manières qui sont douces puis qui sont déjà recommandées. Tu parles de carottes très cuites. Quand tu es hospitalisé, on te sert beaucoup de carottes bouillies très cuites. Compote de pommes aussi. Fait que c'est vrai que c'est comme une façon, puis peu à peu, on reprend l'aliment tel quel, au naturel, si on est capable, mais avec le temps. Puis c'est de les réintégrer comme un à un aussi, des fois. Oui, un à un. C'est vraiment de juste réduire notre stress par rapport à l'alimentation. Ça peut être lent. Puis le processus de réintégration, ça peut prendre comme 6 mois. C'est pas grave. Mais si tu veux juste vraiment prendre attention de ne pas tomber dans des modes qui sont très, très restrictifs. Exact. Oui, parce que sinon, rendu là... On se coupe beaucoup de nutriments, mais ça devient aussi... d'ailleurs, j'ai une de mes questions qu'on va déjà aborder, je pense, mais ça devient aussi restrictif d'un point de vue social. Parce que quand tu es très limité, quand tu te limites énormément dans ce que tu peux manger ou boire ou peu importe, beaucoup de nos interactions sociales sont accompagnées de nourriture. Tu sais, on va aller prendre un verre, on va aller prendre un café, on va aller manger une bouchée, on va chez des amis, as-tu faim? Moi, je me souviens des fêtes d'amis où j'évitais d'aller parce que je savais qu'il allait avoir un buffet puis que j'allais être la seule qui allait pas manger parce que tout me faisait peur dans le buffet. Parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment pas un compte stable. C'était vraiment... s'il y avait eu autre chose que je pouvais manger, je l'aurais mangé. Là. C'était pas une question de j'évitais de manger, c'était plus j'évitais de manger des crudités, des charcuteries, des choses comme ça parce que pour moi, ça fonctionnait pas. Puis mon humour noir était à son pic à ce moment-là parce que j'étais pas capable d'expliquer aux gens que je connaissais pas, je suis malade. Fait que je leur sortais des trucs qui faisaient rire les gens qui me connaissaient, mais that's it, là. Mais à ce moment-là, donc, comment est-ce qu'on s'y prend, pour garder une vie sociale quand on est limité ou encore, je sais pas comment dire. On dirait que là, je me dis, le truc, ce serait de pas se limiter autant, là. Mais je pense que le truc, c'est aussi... Puis je pense que la communication est clé. Et je trouve que par rapport à comme l'alimentation ou de faire l'adaptation ou des modifications de notre régime d'alimentation, surtout dans notre population, comme des personnes qui vivent avec une anémie, il y a quand même une lutte
interne entre eux et leur maladie. Pas pour tout le monde, mais je trouve que dans une certaine partie des individus, puis ils ont comme beaucoup de honte qui entoure leurs symptômes, par exemple. Ouais. Donc, et si cette honte existe, c'est un sentiment très délicat parce que la honte ça va nous causer de vouloir isoler ou d'éviter. Puis, OK, dans le moment, ça va comme réduire notre stress, mais à long terme, on va commencer à d'avoir une impression d'être exclu ou de penser que notre maladie nous contrôle ou avoir une impression que la vie passe à côté de nous, tout ça. Et donc, on veut vraiment faire l'opposé. Donc, quand on se sent honteux vers nos symptômes ou le fait que je vais aller à un party puis il y a une buffet et il n'y a vraiment rien que je peux manger, on a comme un choix. Soit on évite d'aller au party ou on va aller au party, mais on va aller d'une manière très adaptée. Et on doit modifier comment on va aller au party. Et on doit modifier d'une manière où on est très attentif à nos besoins dans le moment, nos besoins émotionnels et nos besoins physiques. Donc, mais la communication est tellement essentielle pour adresser nos besoins. C'est vrai, ça. Mais je trouve que, tu sais, les personnes qui vivent avec une anémie ont la difficulté à communiquer leurs besoins. Parce qu'ils sont trop gênés ou ils ne veulent pas que les personnes le jugent. Oui, puis c'est une maladie qui vient avec beaucoup de tabous aussi. Oui, c'est ça. C'est fou parce que tantôt, je t'écoutais parler puis ça m'a ramené un épisode vraiment très, très précis. Dans une de mes jobs, au moment où j'étais vraiment pas stable, il y a quand même 6-7 ans, là, je n'étais pas autant à l'aise qu'aujourd'hui à parler de ma maladie. Puis j'adorais mes collègues. On était vraiment une belle gang. Ils étaient comme au courant que j'étais malade, mais pas nécessairement des détails de tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis mis à plus dîner avec eux. Parce que comment ça fonctionnait, c'est que tout le monde au bureau se ramassait autour d'une même table pour dîner. Puis, tu sais, souvent, on allait faire des blagues sur le lunch de un ou l'autre. Puis, c'était la base. Mais moi, pendant une secousse, tout me faisait mal. J'avais des ulcères plein la bouche, plein l'œsophage. Tout faisait mal. Fait que j'étais rendue à une diète liquide. Puis au bout de quelques lunchs à comme pas venir dîner avec eux, il y en a un qui est venu me voir puis qui m'avait dit tu viens pas dîner? Puis j'ai dit non, ça va. En fait, je peux pas, je mange pas puis ça me déprime de me regarder manger. Puis il m'avait dit OK, ben c'est ça te déprime ou t'es comme gênée? Puis là, j'ai dit, je suis gênée. Puis au final, je pense qu'il est allé comme... Il dit, regarde, je vais aller voir la gang puis je vais leur dire qu'on passe pas de commentaires sur ton ensure ce midi parce que je mangeais du ensure pour garder de la forme quand même, là, de l'énergie. Puis, tu sais, je suis arrivée là, puis personne n'a rien dit, puis on s'est mis à faire des blagues sur autre chose. Puis après ça, même, j'ai reçu des suggestions. Tu sais, il y a une de mes collègues qui était comme tu sais, mon fils, il a des problèmes gastriques aussi, suivi à Sainte-Justine. Le nutritionniste a suggéré de faire telle et telle chose pour comme maintenir un certain poids santé. Peut-être que tu pourrais comme intégrer. Tu sais, je pense que c'était niaiseux, mais je l'ai fait après ça, adulte, quand on m'a l'a recommandé. Mais tu sais, mettre de l'huile d'olive sur ce que tu manges pour garder quand même des bons gras dans ton alimentation, parce que ça se digère plus facilement. Fait que tu sais, j'ai pu aussi, le fait d'en parler, tu peux obtenir comme des conseils ou juste bien sûr. assister à ce dîner-là. Puis comme mon ensure n'était pas meilleur, là, mais je le mangeais pas tout seul dans mon coin en train de travailler. Fait que c'est vrai que juste être à l'aise, mais je pense qu'il faut comme être entouré de personnes aussi avec qui on est bien. C'est ça. Puis ça aussi, ça prend du temps petit à petit aussi. Parce que la communication, ça prend du pratique. Puis c'est vrai, tu dois t'entourer avec des gens qui te supportent, mais aussi tu vas te trouver dans un environnement où les personnes ne te supportent pas. Et c'est normal et c'est OK aussi. Mais c'est quelque chose qu'on doit tolérer. T'sais? Mais c'est quelque chose qui est très, très, très inconfortable. Parce que comme un être humain, on ne veut pas être jugé. Ben non. On veut se connecter avec les autres. On veut que les autres nous aiment. Donc, c'est très comme... c'est une lutte interne. Mais je dis tout le temps que la honte, ça vit dans le silence. Donc, si on reste silencieux, ben on va élever notre malheur. Mais dès qu'on commence à se parler petit à petit,
ça va réduire tous ces sentiments-là aussi. Oui, je pense qu'un truc que tu avais dit quand on était en thérapie de groupe aussi à l'époque, c'est que, tu sais, on veut être connecté avec les gens, puis qu'une façon d'être connecté, c'est de montrer la vulnérabilité. Ben oui. Puis là, tu sais, on parle de vulnérabilité à n'importe quel niveau, mais justement, parler un peu de la situation difficile qu'on vit actuellement, de peut-être nos limites côté alimentation ou activité ou peu importe, c'est une façon, le plus souvent qu'autrement, ça va attirer le respect des gens parce qu'on montre vraiment la personne qu'on est. Puis montrer un peu nos faiblesses aussi, c'est une belle façon de connecter avec les gens. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puis c'est cette connexion qui va aider à réduire notre stress tout le temps. Parce que comme être humain, on veut toujours être en connexion avec les autres. Mais si je pense que si j'ai comme l'impression que je dois me toujours cacher pour pouvoir être aimée, mais c'est stressant. Ah oui. Donc, on veut vraiment comme... Et je sais, c'est vraiment difficile à commencer à faire ça. Et je pense que aussi, c'est quelque chose qu'on doit comme... on doit faire un petit astérix pour dire que quand j'adresse mes besoins, puis parce que tu vas te trouver dans certaines situations ou certains environnements où ce que tu dois communiquer tes besoins à les autres. Mm-hmm. Mais communiquer vos besoins, ça veut dire pas que tu dois divulguer toute l'information ou te dire tous les détails. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment à toi toujours de déterminer comment, le degré de l'information que tu vas divulguer. Et chaque fois que tu adresses un besoin ou communiques un besoin, c'est une limite. Et jamais, jamais, jamais dans notre vie est-ce qu'on doit justifier nos limites. C'est vrai. Les gens n'ont pas besoin de savoir toute ta vie ou qu'est-ce qui fait que tu as une limite. Non. C'est juste de dire, tu sais, un peu comme au restaurant, là, si une personne te demande avez-vous des allergies alimentaires, tu vas lui dire, ou des trucs que vous ne mangez pas, tu sais. Moi, souvent, je leur disais, je peux pas manger de laitue, je peux pas manger de ci, de ça, je les énumérais. Mais jamais je leur disais, c'est parce que j'ai la maladie de Crohn, donc si je mange ça, je vais être à la salle de bain avec des grosses douleurs au ventre. J'ai juste à dire, je peux pas. Ouais. Un peu comme, des fois au travail, ça m'est arrivé souvent au bureau, tu sais, des fois on va faire comme un lunch and learn ou juste, on va commander à dîner pour tout le monde. Ben, est-ce que tu as des restrictions parce que c'est nous qui commandons? Ben, on a juste à le dire, on n'a pas besoin d'expliquer, j'ai une maladie inflammatoire, mais voici mes limites à moi. Ou encore, carrément, c'est correct, moi je vais apporter mon lunch. Ça aussi, je l'ai déjà vu, tu sais. Mais c'est ça, faut aussi s'assurer que comme on rentre pas dans des patterns très, très précis de ce qu'on mange ou pas. Ouais. Mais c'est une façon de comme aller justement à des événements sociaux. Tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup d'allergies alimentaires qui vont dire « Je veux venir à ta... » J'ai une de mes amies, elle allait, puis son enfant est allergique à plein de choses. Sa diète est hyper restrictive. Ouais. Puis elle était comme « Ah, mais je vais aller au party, mais moi, je vais emmener ma boîte à lunch, OK? » Oui, puis c'est tellement cool, puis c'est tellement normal et c'est OK. Ben oui! Puis c'est comme d'accepter que... Puis tu sais, elle, justement, aussi, c'était plus stressant. Il y avait comme une peur de faire mal à son bébé. Fait que je pense que la scène la plus drôle que j'ai vue, c'était comme... Il y a un gars sur place qui était chef puis qui avait fait un gâteau parce que c'était un shower. Ouais. Puis c'était un gâteau genre pas d'œufs, pas de produits laitiers, pas de huîtres, pas de soya, pas rien, tu sais. Puis elle était comme, t'es-tu sûre? Comment est-ce que t'as fait ton glaçage? Puis je pense qu'ils ont passé 10 minutes. Il a tout expliqué les étapes. À la fin, elle a regardé puis elle était comme, fait que je peux manger ton gâteau? Oh, oui! Ouais. J'ai jamais vu une personne aussi heureuse de manger un gâteau que ça de sa vie, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, c'est comme de voir un peu, t'apportes ton lunch ou, tu sais, tu poses des questions puis il faut comme pas se gêner non plus. Ouais. Parce que ça nous permet juste de connecter puis d'avoir de continuer à voir les gens qu'on aime. Puis oui, c'est ça. Et je pense que l'acceptation, c'est tellement important par rapport à la vie sociale aussi, mais juste par rapport à naviguer une maladie de Crohn, une maladie de Connette. C'est vraiment l'acceptation parce que j'ai beaucoup de patients qui me disent, ben, tu sais, ma maladie me contrôle. Et c'est pas tout à fait le cas. C'est que c'est pas notre maladie qui nous rend, qui est reliée à notre souffrance. C'est vraiment comment nous réagissons à notre maladie. Oui, il y a une phrase que j'avais entendue là-dessus, puis c'était comme, tu peux pas contrôler le vent, mais tu peux contrôler comment t'ajustes ta voile. C'est ça. Pour avancer. Puis cette
quand tu te trouves dans une période active de ta maladie, puis ça nécessite comme une adaptation, une modification de votre vie quotidienne ou de votre régime alimentation, bien c'est ça. C'est toi en contrôle. Mais je trouve que si tu restes en ce lutte entre toi et ta maladie, tu vas avoir la difficulté à vraiment... Bien, c'est vrai, la maladie va te contrôler parce que tu te tombes dans l'évitement. Tu te isoles. Puis c'est plate. Puis ça va juste augmenter votre malheur. Oui, puis des fois, tu sais, je pense que, mettons concrètement, parce que tu vois, ça, c'est une question qu'on avait reçue d'une personne qui a eu un diagnostic assez récent, puis qui m'a posé la question, tu sais, comment est-ce qu'on fait? Elle dit, quand tu vas recevoir Kim, est-ce qu'on peut poser la question, comment est-ce qu'on fait pour accepter la maladie? Surtout quand c'est à n'importe quel âge, mais surtout quand c'est à un jeune âge. Mais oui. Tu sais, tu l'as mentionné, c'est de pas nécessairement lutter en tout temps, de pas avoir l'impression qu'on lutte contre soi-même. Parce que je pense que c'est aussi une partie de ce qui est difficile, c'est que comme c'est notre corps qui s'autodétruit, quand on a des rechutes, on a l'impression d'échouer. Ouais. Exact. On échoue. On n'est pas capable de rester en vie. Je mets des guillemets ici, mais tu sais, c'est un peu ça. Mais tu l'as dit, des fois, c'est de peut-être prendre une pause, mais adapter son quotidien. Fait que, tu sais, prendre une pause, ça veut pas nécessairement dire plus voir personne, prendre une pause de manger, prendre une pause de voir des gens. C'est pas ça qu'on dit. C'est plus de justement comme peut-être ajuster tes occasions sociales. Ouais. Si c'est... Est-ce qu'on peut aller jouer au bowling à la place? Tu sais, s'il y a toujours les toilettes au bowling, c'est en dedans, c'est facile. S'il n'y a pas de nourriture nécessairement d'impliquer. C'est pas un sport fatigant non plus en général. Tu sais, est-ce qu'on peut justement trouver des activités qu'on peut faire avec les gens? Tu sais, juste... moi, un truc que je faisais souvent, c'est qu'au lieu d'aller prendre des cafés, ben mes amis venaient chez moi dans ce temps-là. Oui, c'est vraiment une vraiment bonne idée. Puis il y a beaucoup de personnes qui vivent avec une amie qui fait exactement ça, qui suggèrent comme une soirée relax à la maison. Oui. Avec une amie. Donc, parce que ça comble ton besoin de socialiser. Et aussi votre besoin physique et votre besoin émotionnel aussi. Oui. Oui, puis tu sais, ce serait, ne serait-ce que je pense que le truc que j'avais donné aussi à quelqu'un à un moment donné, ben pas le truc, là, mais tu sais, on discutait, c'est une fille qui était très active physiquement, puis elle était comme là, je peux plus faire de sport parce que, tu sais, quand je vais dehors, je suis loin des toilettes, c'est pas évident, puis là, on était comme, OK, ben mettons un sport intérieur, genre du badminton, où tu sais, tu joues à deux, fait que si t'as besoin de partir, tu vas à la salle de bain, ou tu vas au gym. Ouais. Comme ça, au gym, il y a toujours une toilette. Moi, avant mes chirurgies, quand il fallait que je fasse un entraînement, justement, pour comme reprendre la masse musculaire, parce que j'allais en perdre, ben ça a donné que c'était pendant la pandémie. Fait que je me suis comme acheté un elliptique. À la maison. J'en faisais à la maison. Puis après ça, c'est ça, quand c'était plus difficile d'aller prendre des marches, ben au moins, je pouvais continuer à la maison. Ou tu sais, tu reçois des gens chez toi. Ouais. Puis de se rappeler que comme ça n'a pas besoin... On n'a pas besoin de divertir les gens tout le temps. Non. Puis on n'a pas besoin que notre maison soit spick and span. Non. On a juste... Quand je vais chez mes amis, jamais je vais les juger quand c'est sale ou comme... qu'ils n'ont pas été le greatest host. Là. Ouais. Non, c'est vrai. Parce qu'ils sont là pour toi. C'est ça. Pas pour ta maison. C'est ça! Ouais. Puis on n'a pas besoin d'être performant dans chaque seconde de notre vie. Ben oui. Dans chaque aspect de notre vie. Ouais. Parce que essayer d'être performant aussi, c'est épuisant. Là. Ouais. Et c'est vraiment de réduire nos attentes vers nous-mêmes. Ouais. C'est ça. Tu dois pas être parfait tout le temps. On peut être bon la plupart du temps. Mais oui, c'est ça. Puis on peut être flexible. Ouais. Puis c'est OK si je fais des erreurs. Ouais. Oui, puis tu sais, quand tu parles de flexibilité aussi, on dirait que ça me ramène justement à la rigidité autour de l'alimentation et tout ça. Je sais que comme une des spirales dans lesquelles moi, à un moment donné, j'étais tombée dans une période où j'allais justement pas bien, je m'étais mis à beaucoup lire sur l'alimentation, les maladies inflammatoires. Puis on dirait que comme, quand on réfléchit comme ça, on pense juste à tout ce qu'on ne peut pas manger pour pas déclencher une crise. Ouais. Mais on oublie qu'est-ce qu'on peut. Ouais. Puis, exemple vraiment niaiseux, moi, j'adore les charcuteries, j'adore les viandes froides. Je sais qu'il faut pas en manger trop souvent pour plein de raisons, là, mais tu sais, c'était rendu que comme je ne pouvais pas en manger. Ouais. Puis, je pense que, je sais pas comment c'est arrivé, mais à un moment donné, j'ai recommencé à en manger, puis je me suis dit, ah ouais, tu sais, c'est pas parce que j'en mange une fois par mois que je vais être malade. Ouais. C'est correct. Ouais.
Mais justement, de comme essayer d'avoir la souplesse dans plein d'aspects de notre vie, c'est, tu sais, ça part par l'alimentation, mais comme mon chum rirait parce que il te dirait que c'est beaucoup plus le fun de faire à manger avec moi depuis 5 ans maintenant. Mhm. Parce que même juste dans comment on prépare les choses, c'est comme la carotte n'était pas coupée de la bonne façon. Ouais. Mais maintenant que je suis beaucoup plus souple, Ouais. c'est bien plus le fun. Mais oui, et c'est bien plus relaxant, c'est moins stressant pour toi puis pour votre couple aussi, ou tes proches, ou n'importe qui t'es avec. C'est comme, c'est plus relax. Ah, c'est clair. Ouais. C'est clair. Puis si on va de l'autre côté du spectre, parce que là, on a parlé de tirer beaucoup de restrictions ou de peurs liées aux aliments, il y a aussi, si je me trompe pas, moi je connais déjà la réponse parce que j'en ai parlé avec Kelly il y a pas longtemps, là, j'ai l'impression que, à l'inverse, il y a des parties de notre vie où les patients qui sont atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin vont avoir des tendances à manger de façon compulsive, genre du binge eating. Ouais. On dirait que pendant un moment, j'associais ça beaucoup, puis pas juste moi, d'autres personnes, là, à la prénisone ou au traitement de stéroïdes parce que ça donne des impulsions. Mais j'ai l'impression que ça dépasse peut-être ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'assez courant dont on entend parler, peut-être? Oui, c'est assez courant, mais je sais pas comme les stats, pour te donner des stats, mais c'est assez courant. Je le vois dans mon pratique. Et aussi, je pense que c'est comme lié, parce que je pense qu'après une période où on pouvait pas manger beaucoup, c'était vraiment un régime très restrictif, on a comme une impression de vouloir rattraper le temps perdu. C'est ça. Et c'est OK, c'est normal, mais c'est vraiment une ligne très, très grise parce qu'on ne veut pas tomber dans des schémas problématiques d'alimentation, comme tu avais dit, la binge eating. Ouais. Ou la frénésie alimentation. C'est ça, la frénésie alimentaire. Okay. Ouais, mais ça s'appelle la binge eating. Le binge eating, c'est caractérisé par une comme pulsion de vouloir consommer des grandes quantités de nourriture dans une courte période de temps. Ouais. Et pour les personnes qui vivent avec une anémie, ça peut amener à d'autres symptômes très douloureux, comme des crampes ou des urgences de sel ou toutes ces choses-là. Et je trouve que ce type de comportement ou cette trouble d'alimentation est lié à des pensées de tout ou rien. Et beaucoup des patients que je travaille avec qui sont touchés par ce trouble ou ils ont comme des aspects de ce trouble, disent qu'il y a souvent, des fois, où ce qu'ils mangent ou consomment la nourriture ou ce qui est nocif pour eux. Donc, tu le sais, mais tu le manges quand même. Oui, c'est ça. Donc, il dit, OK, bien, je sais que cette nourriture va me faire mal, mais je vais le manger quand même. Ouais. Et si tu te trouves dans une situation comme ça, tu dois te demander, mais pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que tous les comportements que nous faisons dans notre vie ont une fonction. Ça sert à une fonction. Parce que si ça ne serait pas une fonction, on ne le ferait pas. Donc, la même chose avec le binge eating, ça sert à une fonction. Puis la plupart du fois, le binge eating, c'est comme un processus d'aider à gérer nos émotions. Oui. Donc, c'est comme quand tu es en train de consommer la nourriture, tu te sens apaisé. Tu te sens soulagé. Mais c'est comme un soulagement très temporaire parce que jusqu'après que tu aies fini de manger, beaucoup de personnes veulent dire que je me sens comme des émotions secondaires, comme des sentiments de culpabilité, la honte. Je vais avoir une impression d'être dégoûtant et tout ça. Et toutes ces émotions secondaires peuvent aggraver d'autres impressions vers nous-mêmes, comme d'avoir une impression que je ne suis pas à la hauteur. Je viens d'échouer. Puis tout ça, ça va juste augmenter notre malheur. Ah, absolument. Donc, et si ça augmente notre malheur, on va vouloir avoir une compulsion de soulager ce malheur, puis on va continuer à manger. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y a comment est-ce qu'on peut commencer, par exemple, si on remarque qu'on a un pattern comme ça, oui. où on... Puis oui, je pense que
ça vient souvent après des périodes de restriction, mais c'est un peu comme n'importe quoi. Tu sais, on va dire aux gens, si tu fais un régime trop restrictif, n'importe qui dans la population, tu vas peut-être faire 5 livres, mais tu vas le reprendre après parce que tu as tellement l'impression de t'être privé que c'est comme un rebound effect, on dit en anglais. Rebound effect. Absolument. Puis d'ailleurs, moi, toi, je sais plus avec qui je parlais à un moment donné, puis on a appelé ça le revenge eating. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est comme tout ce temps-là, je ne pouvais pas manger tout ce que je voulais. Puis là, mettons, quand tu vas un peu mieux, tu le remanges. Ou encore, tu es tellement fâché de ne pas pouvoir manger que, sachant que ça va te faire mal parce que tu n'es pas stable, c'est comme si tu veux un peu... mais c'est un peu dans le combat avec la maladie aussi. On a l'impression de se battre avec... C'est comme si on a l'impression qu'il y avait quelque chose en dedans de nous. Mais c'est pas ça, c'est vraiment à nous-mêmes qu'on se fait mal. Mais oui. Puis si on réalise justement qu'on a peut-être des tendances à aller dans ces habitudes-là, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour défaire un peu ces schémas-là dans notre tête? Si on s'en rend compte, ou peut-être nous-mêmes, ou peut-être quelqu'un autour de nous qui se rendrait compte qu'on arrive dans ces habitudes-là. Est-ce qu'il y a une manière de désamorcer la situation? Oui, petit à petit. Donc, comme j'ai déjà dit, que souvent, quand on a ces pulsions-là, sont liées des émotions. Ouais. Donc, si tu te trouves que tu t'es touché par ce trouble, tu trouves que tu as comme des patterns de ça, tu veux, dans le moment où tu as une pulsion de vouloir consommer comme une grande quantité de nourriture ou un aliment que tu sais va être pas bon pour toi, tu veux juste arrêter, prendre une petite pause, puis tourner votre attention à l'intérieur, puis tu peux te demander, mais ce sont quelles émotions qui sont ici maintenant au présent? Puis c'est vraiment un bel moment de garder regarder ça, le roue des émotions. Ouais. La roue des émotions. Dont on avait parlé. Oui. J'ai apporté parce que c'est vraiment mon sidekick, parce que je trouve que c'est vraiment important. Mais c'est vraiment un parfait moment où on peut dire, OK, je sais que cette pulsion est reliée à des émotions, mais je veux commencer à identifier les émotions. Donc, en faisant ça, c'est vraiment une mode de prendre une petite pause. Parce que ces comportements sont très réactifs. Ouais. Donc, on veut commencer à créer comme faire des breaks, tu sais, de casser le cercle vicieux. Donc, on prend une pause, on identifie l'émotion, puis après, on veut comme laisser l'émotion exister. Puis tu dis, comment est-ce que je peux faire ça, Kim? Oui, comment est-ce qu'on peut faire ça, Kim? C'est de nommer l'émotion. Donc, si tu es toute seule, tu peux le nommer à haute voix. OK. En disant comme, par exemple, bonjour, la culpabilité, ou je sais que tu es ici, la tristesse, ou bonjour, l'insécurité. OK. Donc, c'est juste le nommer. Si tu es entouré par des personnes, tu peux le faire dans ta tête. Mais c'est juste, et c'est un peu bizarre, puis tu dis, pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais c'est un process d'aider notre cerveau à comprendre que, c'est un process qui s'appelle la personnification. OK. Et c'est un processus qui aide notre cerveau à comprendre que mes émotions sont juste une petite partie de mon expérience. Ça, c'est pas mon expérience entièrement, c'est juste une petite partie de mon expérience. Et parce que c'est juste une petite partie de mon expérience, ces émotions sont pas dangereuses. Et si ces émotions sont pas dangereuses, ça veut dire pas que je dois les empêcher ou que je dois les éviter. Et je trouve que ce point-là est très important parce que je trouve que parfois ou souvent, quand on vit une émotion très désagréable ou inconfortable, on a une tendance à vouloir noyer l'émotion. Ouais. Ou éviter l'émotion. Mais c'est l'action de noyer l'émotion qui cause notre souffrance. C'est pas l'émotion. Parce que tu rentres en cette lutte entre toi et l'émotion. Donc, c'est bon? Oui, c'est bon. Mais ça revient, je pense, à ce que tu nous avais dit la dernière fois, qui était d'être curieux aussi envers nos émotions, de ne pas les juger. On ne veut pas les juger. Mais on a une curiosité, donc on essaie de les identifier puis voir pourquoi est-ce qu'elles sont là. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment, on veut juste réduire l'intensité de notre relation avec nos émotions, surtout les émotions où on a une tendance de vouloir lutter avec. Ouais. Comme les émotions de la tristesse, la honte, la culpabilité, beaucoup des sentiments que les personnes qui vivent avec une ennemi vivent ou ressentent.
c'est les émotions qu'on appelle difficiles. Moi, c'est quelque chose que j'avais aimé aussi, c'est que tu avais dit, il n'y avait pas de... Souvent, on va dire des émotions positives ou négatives, puis c'était comme, elles sont pas vraiment négatives, elles sont difficiles. Ouais. Parce que au final, ce qu'on en fait, ben c'est juste, c'est pas une mauvaise émotion en soi. Non. C'est juste que ça fait partie de notre parcours humain, puis on va vivre avec certains moments. Puis je pense que tu m'avais dit aussi que une émotion, ben tu m'avais dit, t'avais dit, je crois dans l'épisode que une émotion, ça dure un certain temps aussi. Ouais. En général. Non, et puis, ouais, ça va pas rester. Ça dure vraiment une courte durée de temps. Et aussi, tu peux penser à tes émotions comme des personnes qui te donnent un message. Donc, quand tu fais ce processus d'identifier l'émotion, de nommer l'émotion, mais quand tu nommes l'émotion, c'est comme tu es en train de tourner vers l'émotion, puis tu peux commencer à comprendre le besoin qui est associé à l'émotion. Ouais. Parce que toutes les émotions qu'on vit sont associées à un besoin. Puis ce sont des besoins fondamentaux. Donc, par exemple, je suis en train de vivre la tristesse. Bien, la tristesse est associée à un besoin de vouloir être supporté. Ouais. Un besoin d'être connecté avec les autres. Mais si on tombe dans cette comme évitement ou cette action de vouloir noyer l'émotion, mais on écoute pas l'émotion et notre besoin. Puis c'est vraiment en apprenant, je pense que c'est aussi la base en tout cas les différents types de thérapies que j'ai suivies dans ma vie là, c'est la base aussi qu'on dit d'apprendre à nommer ses besoins. Mm-hmm. D'ailleurs, je pense que comme il y a beaucoup d'amis autour de moi qui ont commencé à faire la thérapie dans les dernières années, puis souvent, on remarque, c'est la première chose qu'on va remarquer comme « Oh! Félicitations, t'as nommé tes besoins. Ça fait 10, 15, 20 ans que je te connais, je t'ai jamais vu faire ça. Ouais. Ça aide. Ouais. Puis c'est la première étape pour ça. Puis justement, tu vois, ça, c'est une autre... j'ai comme envie qu'on aille ailleurs dans la branche de discussion. Ça doit pas être facile, justement... d'avoir un proche, un chum, une blonde, un parent qui a une maladie chronique comme ça, qui les limite beaucoup. Peut-être qu'ils peuvent beaucoup jouer aussi sur leurs émotions quand cette personne-là ne nomme pas ses besoins. Oui. Je pense peut-être que les gens qui nous écoutent, justement, qui n'ont pas de maladie inflammatoire, mais qui ont quelqu'un dans leur entourage, tous mes amis qui écoutent le balado, comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un dans des moments plus difficiles? Tu sais, quand justement on est peut-être dans une rechute, que du côté psychologique, ça va pas bien, est-ce qu'il y a comme une façon, peut-être comme une manière d'aborder le sujet, si la personne n'est pas capable d'énumérer, de nommer ses besoins, est-ce qu'on peut l'aider à le faire? Est-ce qu'il y a une approche qui est meilleure que... Ouais, non, c'est un mot question parce que c'est vraiment assez c'est difficile à aborder ce sujet, surtout avec quelqu'un qui ne se sent pas très, très bien dans le moment aussi. Oui. Donc, mais pour retourner, c'est vraiment la communication. Donc, je trouve pour la meilleure chose qu'on peut faire pour supporter quelqu'un qui est proche à nous, qui vit avec une MI ou peut-être il est dans comme une période très souffrant, c'est de n'ayez pas comme peur de leur demander comment tu peux leur supporter. Mm-hmm. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fois où on est un peu comme peur de demander, puis on demande pas, puis tu sais, c'est vraiment c'est le silence. Ouais. Donc, soyez pas peur de demander comment tu peux leur supporter. Et si votre proche te dit, ben, il n'y a rien que tu peux faire pour me supporter. Puis ça aussi, c'est correct, c'est normal, parce que souvent, quand on se trouve dans un moment où on est en train de souffrir, puis on veut seulement avoir quelqu'un qui s'assoit à nos côtés puis est témoin de notre expérience. OK. On a juste besoin d'être vu. Oui, c'est ça. Donc, et c'est vraiment important d'éviter certaines phrases. J'ai des patients qui disent, ben, j'haïs quand mon partenaire ou dans mon couple, il me dit que, tu sais, des phrases comme ça va, tu vas en aller ou t'avais vécu pire. Ah ouais. C'est comme, okay, ça va bien aller, on n'est plus capable de l'entendre. Ça va bien aller. Ou toutes ces phrases-là sont très, très invalidantes. Ouais. Et donc, on veut vraiment comme éviter de dire ces phrases-là, puis on veut vraiment comme... parce qu'on veut pas comme...
on veut pas minimiser leurs expériences aussi. Ouais. Donc, on veut faire l'opposé en disant des phrases comme « Je comprends que tu es fâché », c'est « OK que tu es fâché » ou « Je comprends que tu es triste ». Parce que c'est vrai, quand tu es avec un ami et quand tu as un rechute, c'est plate. Ouais. Puis des fois, tu veux juste quelqu'un qui peut s'asseoir à côté de toi et te dire « Oui, ça craint ». Ouais. Puis c'est poche. Ah, puis c'est de la merde. Oui, c'est la merde. Puis c'est injuste. Parce que c'est vrai, c'est injuste. Donc, c'est vraiment... Et je trouve que les gens ont la difficulté à comme tolérer l'inconfort de ne pas trouver une solution. Oui. Un bon outil, je pense que j'avais entendu quelque part, puis j'ai commencé à... Puis moi, tu vois, j'ai le réflexe de toujours essayer d'être dans le positif ou des solutions. Puis depuis que j'ai vu ça, je me suis dit, hey merde, moi aussi, j'aimerais pas qu'on me fasse l'approche que je fais la plupart du temps. C'est ça. Fait que c'est de commencer en disant comme, OK, est-ce que tu as besoin qu'on trouve une solution ou tu as besoin que je t'écoute? Comme c'est quoi présentement ton besoin? Ouais. Puis c'est vrai que, mettons, mon chum aussi a ce pattern-là de faire comme... Il essaie de trouver une solution quand je lui dis que, justement, je suis stressée, je suis déprimée ou peu importe. Puis il me dit, ouais, mais tu sais, justement, t'as traversé pire ou, OK, mais on pourrait faire telle et telle chose. Puis l'autre jour, je pense, je lui ai juste dit, OK, là, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Ouais. Puis j'ai pas besoin qu'on trouve une solution. Puis là, il a fait, OK. Puis là, juste ça a comme aidé parce que, tu sais, après ça, c'était, ah ouais, OK, ça a l'air difficile. Ouais, quand je pense que je comprends, tu sais-tu. Et dans le fond, c'est vraiment ça. C'est un peu quand on veut soutenir quelqu'un qui est dans une passe plus difficile, c'est de voir un peu ce dont il a besoin. Puis peut-être, ouais, comme tu le disais, reconnaître que c'est pas évident. Puis éviter les phrases du genre t'as traversé pire. Ouais, parce que c'est tellement invalidant. Oui, c'est comme dire que ce qu'on traverse présentement, c'est rien, mais des fois, ça dépend aussi de notre état mental. Non. Moi, je le dis tout le temps, j'ai eu des crises de Crohn pendant des années. Ouais. J'avais des douleurs chroniques, c'était correct. J'allais chez le dentiste, je me faisais faire un nettoyage, puis c'était insupportable. c'est comme, tu sais, j'avais un rhume, c'était la fin du monde. Oui. Mais par contre, j'ai eu l'équivalent d'une gastro pendant 3 ans de temps à un moment donné, quasiment. Ouais. Mais un rhume, ça, c'était la fin du monde. Ne viens pas me dire que mon rhume, c'est pas grave, j'ai vécu pire. Non, ouais. Parce qu'à ce moment-là, mon rhume, c'était grave pour moi. Ouais. Ouais, parce qu'on veut se trouver dans des moments où on peut comme maintenir la place pour dire que je te vois, j'entends, t'es important. C'est bon, ça. Ouais, c'est ça. C'est un bon trio. Je te vois, j'entends, t'es important. Mais quand tu es en train de minimiser l'autre ou trouver des solutions pour leurs problèmes, mais ça veut dire pas, tu n'es pas en train de leur entendre, tu n'es pas en train de leur voir. Tu veux vraiment accompagner votre proche dans le moment où ce qu'il se trouve. Ouais. Puis un autre truc peut-être, tu vois, on dirait que c'est en parlant avec toi que je me souviens de ça, là, mais des fois, c'est de aborder, quand t'es pas dans un moment très difficile, quand ça va un peu mieux, justement, peut-être de revenir en arrière avec tes proches ou avec ton partenaire, ta partenaire, puis de dire, OK, la prochaine fois que si je recrash, parce que ça se peut que ça arrive, voici, mettons, qu'est-ce qui m'aide. Ouais. Une fois que t'es passé à travers. Et je sais que c'était pas votre intention de m'invalider. Ouais. Ou tu sais, même des fois, c'est des bons coups. Ouais. Genre, moi, j'avais en tout temps un sac magique sur moi parce que comme ça faisait du bien. Puis, tu sais, j'avais dit à Annick à un moment donné, genre, quand tu m'apportes mon sac magique, ça me fait vraiment du bien. Fait que des fois, comme après ça, on l'a su, tu sais, quand j'avais mal, je disais, ça va? Je dis, oui, ça va, c'est juste que j'ai mal. Ça, c'était une phrase classique, là, parce que quand tu as une douleur chronique, c'est comme, aujourd'hui, ça va, c'est juste que j'ai mal. Ouais. Mais il me disait comme, aimerais-tu ça que j'aille faire chauffer ton sac magique? Puis c'était un petit truc où, tu sais, comme, quand on disait souvent, on n'a plus envie des fois de faire à manger. Puis moi, là, faire à manger, cuisiner, c'est le truc dans la vie où mon cerveau déconnecte et je suis bien. Okay. Genre, si j'ai une période très stressante, là, mon dimanche, je fais rien sauf cuisiner toute la journée. Okay. Ça me fait du bien. Mais quand je suis en crise, puis on le sait que je vais pas bien psychologiquement quand j'ai plus envie de cuisiner. Puis comme il y a rien qui me tente, puis je peux rien manger. Puis fait qu'on avait fait comme outil, c'est que j'avais comme une liste dans un fichier Excel. J'ai comme un fichier Excel de recettes que je peux faire en tout temps. Puis après ça, il y avait un onglet genre belly friendly, bedon friendly ou peu importe. Puis on savait à ce moment-là que comme si j'étais déprimée de cuisiner, on pouvait aller fouiller dans cet onglet-là. Puis j'avais pas à me poser les questions. Il y avait comme 10 recettes. Ouais.
puis ça, je peux le manger, ça me fera pas mal, puis ça va être correct. Ouais. Ouais, tu sais, c'est comme quand ça va bien, je veux pas dire prévoir la prochaine crise, mais juste comme des fois revenir un peu en arrière. Ouais. Un peu comme il y a des sexologues qui vont dire ça, genre, tu sais, c'est pas pendant, mettons, que t'es en train de faire l'amour que tu donnes nécessairement du feedback sur non, ça, j'aurais pas voulu. C'est après. C'est après, quand c'est stable, quand c'est neutre, que tu donnes le feedback. Exact. Ah oui, j'ai vraiment aimé quand t'as fait ça. Ou tu sais, ça, on pourrait le retravailler différemment. Ouais. Il me semble que comme ça, tu sais. Ouais, puis ça, c'est vraiment, c'est une mode de teamwork. Ouais. Parce qu'une couple, c'est une équipe. Mm. Et la communication est clé. C'est vraiment la fondation vraiment une belle couple. Ouais. Puis on dit ça pour les couples, mais c'est vrai aussi pour les relations d'amitié ou pour les parents. Avec les collègues, avec tes parents, avec tes amis, n'importe qui. C'est vraiment la communication est clé. Mm. Ouais. Puis le pire, c'est que c'est souvent ça qui est pas facile à commencer. Mais on dirait que comme plus on y prend goût, en fait, quand on commence à communiquer. Puis des fois, c'est juste de dire comme, OK, là, ça va être bizarre. J'ai envie qu'on ait une discussion tu sais, comme plus sérieuse, mettons. Ouais. Comme moi, le truc que souvent je me suis donné, puis au début, je l'applique avec mon chum. Là, maintenant, je l'applique avec mes parents aussi. Quand il faut qu'on ait une vraie discussion de fond, je suis comme, OK, mais là, on va s'installer sur le divan. OK. Puis parce que moi, je suis facilement distraite. Puis là, tu vois, le podcast, j'adore ça parce que j'ai rien. Tu sais, j'ai pas mon téléphone, j'ai juste toi. Ouais. Mais sinon, j'ai de la difficulté à me concentrer. Ouais. Fait que là, je me dis, OK, le divan dans mon salon, c'est rendu un divan de psy, là. Je suis comme, toi, tu vas aller là. Des fois, comme Nick, il vient me parler quand je suis à mon bureau. Puis je suis comme, non, on va vers le divan. Ouais. Si c'est sérieux, on va vers le divan. Ouais. Puis là, c'est comme, il y a une bulle, il y a un espace qui est dédié à, je t'écoute, on échange. Puis on dirait que comme, si c'est limité à un lieu, c'est pas comme... Pas que c'est pas comme... C'est comme une parenthèse de notre vraie vie. Mais c'est ça, tu vas rentrer dans l'espace pour parler de ce sujet, puis après, tu vas prendre... tu vas aller ailleurs. Exact. C'est vraiment une parenthèse dans notre journée. Ouais. Puis c'est comme un lieu précis, un moment précis, un sujet précis. Ouais. Puis après ça, on peut recommencer comme si de rien n'était. Ouais, parce qu'on doit pas avoir un tabou qui entoure la communication. Mm-hmm. Parce que vraiment, la communication va te rendre plus proche à tes amis, tes collègues, dans notre couple aussi. Puis pour vrai, moi, j'aime souvent commencer par « Écoute, j'ai vu passer quelque chose sur genre Instagram ou sur TikTok ou comme... » Il me semble que j'ai entendu une discussion... Pour vrai, j'écoute tellement de podcasts. Je suis un peu... c'est ma passion, podcast. Là. Ouais. Puis des fois, je suis comme « Hey, j'ai écouté un podcast, là, puis... ils ont suggéré telle affaire, ils ont posé telle question, puis je me suis dit « Ah! » Je sais pas ça à propos de toi, ou tu sais, comme, il me semble que ça pourrait nous aider dans notre quotidien, ou j'écoutais, il y a un balado qui s'appelle Ouvre ton jeu, avec Marc-Claude Barrette, puis elle a comme sorti un petit jeu de cartes, puis c'est des questions que tu peux poser, comme, tu sais, un jeu dans le fond, fait que tu fais piger des cartes, puis c'est des questions un peu comme sur toi, genre, tu sais, c'est quoi la qualité que t'as héritée de ta mère, ou comme, quel a été le moment le plus difficile de ta vie, ou peu importe, puis j'étais comme, moi, j'ai acheté ça parce que j'ai envie de poser des questions à tous mes amis, comme j'ai envie qu'on prenne un moment, puis qu'on discute, mais des fois, justement, ça peut être d'aller voir sur Internet comme des listes de questions comme que tu devrais savoir sur les personnes proches autour de toi. Puis c'est comme un icebreaker. Puis une fois que tu as commencé à avoir des discussions de fond, ben c'est plus facile les fois d'après de venir parler de ses besoins, de venir parler de ses limites, puis des sujets qui sont plus ouais, puis le difficiles. plus que tu fais ça, le plus que tu pratiques cette mode de communication, le moins que ça va sentir awkward. Ah oui, je peux en témoigner. Parce que souvent, tu sais, j'ai des amis qui ont commencé à faire la thérapie vraiment plus jeunes que moi. Ouais. Puis des fois, comme quand elles voulaient avoir des discussions comme ça avec moi, j'étais là, c'est lourd. Ouais. Mais on dirait qu'au fur et à mesure du temps, maintenant, comme je les remercie, ces amis-là, puis je me dis, une chance que la blague, c'est comme une chance que vous êtes allés en thérapie des années avant moi. Ouais. Parce que comme j'ai pu bénéficier de, tu sais, vos apprentissages puis des discussions qu'on avait. Ouais. Fait qu'au début, des fois, c'est malaisant. Ouais. Mais au final, c'est juste, on y gagne tous. Ouais, et c'est OK que c'est malaisant. Ouais. C'est juste, et OK, c'est juste pour faire un petit tour, c'est qu'on a la difficulté à comme garder l'espace pour ces types d'émotions. Ouais. Donc, c'est une belle opportunité pour nous de vraiment augmenter notre capacité de comme tolérer l'inconfort de la mal à l'aise. Parce que ça, c'est quelque chose à augmenter. C'est un skill. Ah, absolument.
On pourrait même comparer ça au gym. Quand tu vas au gym, t'es comme no pain, no gain. Oui, c'est ça. C'est comme, il faut quand même des fois sortir de sa zone de confort pour pouvoir grandir comme individu. Oui, surtout. Et une autre chose que j'ai beaucoup de personnes qui me disent que souvent, ils ont comme une proche qui est leur support, mais ils ont comme un peu... ils voudraient que leur proche soit un peu plus proactif pour comme accueillir l'information par rapport à leur maladie. OK. Donc, c'est juste quelque chose à prendre attention aussi que, tu vas avoir peut-être dans votre couple, votre proche va peut-être pas être trop confortable en divulguant toutes leurs pensées ou tous leurs sentiments par rapport à leur maladie ou leurs besoins parce qu'ils sont trop gênés ou parce qu'ils ont l'impression d'être une fardeau. Donc, ça, c'est pourquoi c'est important aussi de vraiment essayer de t'informer ailleurs aussi. Oui. Ben, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a ce podcast. Je fais le podcast, c'est que je me dis, en tant que patient, c'est le fun d'entendre des informations qui nous concernent ou encore d'entendre des histoires qui sont similaires ou un peu différentes des nôtres. Mais je trouve ça le fun aussi pour les proches. Puis, tu sais, moi, j'ai des amis, j'ai des membres de la famille qui ont écouté des épisodes, puis je sais qu'ils trouvent ça intéressant, tu sais, d'un point de vue des fois scientifique, mais aussi pour me comprendre. Ouais. Puis là, c'est facile à dire parce que c'est moi qui parle au micro, mais je pense que n'importe qui peut se reconnaître dans certaines portions des histoires qui sont racontées ici aussi. Fait que des fois, c'est vraiment comme... Je pense qu'à l'époque, c'était comme le Spoon Theory que quelqu'un m'avait envoyé le lien. Puis c'était sur la gestion des énergies et tout ça, comme comment tu gères tes réserves d'énergie. Puis ça concernait pas la maladie de Crohn. La fille avait le lupus, mais comme on m'avait envoyé ça. Puis moi, j'avais juste flagué ça à des amis en disant comme, lis ça, puis ça va t'aider à comprendre comment... je me sens. Comment je me sens. Puis tu sais, comme quand je te dis que je peux pas aller à... Moi, mettons les parties, quand on dit des fois s'adapter à comment on y va, souvent, je dis, je fais le early shift. Oui, Fait que moi, je vais être là, si tu me dis que c'est de 5 à 2 heures du matin, je vais arriver à 5 heures, je vais partir à 9. Ouais. Fait que je te le dis d'avance, moi, je vais faire le early shift, je vais être là, comme, je vais accueillir les gens, si t'as besoin d'aide, je vais être là, ça va me faire plaisir, mais je partirai pas à 2 heures du matin. Ouais. Fait que c'est un peu comme... En ayant de l'information que tu peux donner à tes proches, ou tu sais, comme juste va lire là-dessus. Moi, des fois, c'était ça, c'était comme, écoute, je vais avoir telle affaire, va lire là-dessus. Mais il faut quand même les guider, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, comme, moi, les fois où les gens ont été très proactifs, j'ai des amis qui savaient plus de choses sur la maladie de Crohn que moi et sur la recherche qui se passait que moi. Puis j'ai toujours trouvé ça tellement touchant parce que j'étais comme, OK, comme ils tiennent tellement à moi qu'ils ont le réflexe d'aller chercher. J'avais même une collègue qui avait mis des alertes Google, comme avant que ce soit comme très répandu, les alertes Google. Ouais. Elle avait des alertes Google sur comme maladie de Crohn et tout ça. Puis elle était comme, il y a une étude qui est sortie hier, puis j'ai vu ça. Puis t'as vraiment comme l'impression que quelqu'un te comprend. C'est comme, je te vois, je te comprends, t'es important. Ouais. C'est ça. Et c'est aussi un bel moment parce que si tu es en train d'écouter ce podcast ou tu vas sur certaines sites web, sur des plateformes comme Reddit, il y a comme des sections qui sont dédiées à des personnes qui vivent avec une MI. Mais ça, c'était vraiment une belle place où tu as comme vraiment un aperçu à les pensées, les sentiments des personnes qui vivent avec la maladie de Crohn, la maladie de Colette. Puis tu peux l'amener à votre proche qui vit avec la maladie, mais hey, j'ai écouté une podcast ou j'ai lu quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis aussi? Ah, c'est bon, ça. C'est comme, tu ouvres la porte pour une discussion. Oui, puis c'est comme, ça amène une curiosité. C'est ça. Ah, c'est bon. On est pas, parce que tantôt, on parlait justement de la curiosité envers les émotions, mais ça peut être, on dirait que comme être curieux, c'est souvent la bonne approche. C'est comme être curieux envers l'autre. Ouais. On dirait que le parallèle se fait dans ma tête, qu'il n'y a peut-être pas rapport, mais comme justement, des fois, comme quand on rencontre des gens d'une autre culture, comme là, je suis sur un comité organisateur d'un événement, puis il y a beaucoup de personnes de la communauté juive dans le comité. Puis, à un moment donné, je disais comme, est-ce que je peux vous poser des questions? Parce que je connais pas grand-chose à votre background culturel, puis tout ça. Puis,
on dirait que genre j'entends toujours des noms passés d'événements, puis de fêtes, puis de ci, de ça, de repas, puis je connais rien. Mais à date, ce que je sais, c'est comme les blogueuses maman juive de New York que je suis, puis il y a telle affaire. Puis juste pour eux, de voir que j'étais curieuse, puis que je connaissais des choses, puis que je m'étais un peu renseignée. Puis ils m'ont dit, ben là, n'importe quand, on va aller prendre un café, puis je vais tout t'expliquer ce que tu veux savoir, tu sais. Pour n'importe quelle facette, je pense, de la vie, montrer de la curiosité, c'est comme ouvrir une belle porte. Ben oui, parce que tu peux pas te tomber dans le jugement quand tu es curieuse. Exact. Oui, parce que c'est juste montrer un peu de l'ouverture à vouloir en apprendre plus. Oui. Spécifiquement sur cette personne-là. Oui. Fait que c'est bon, ça, dans le fond, ce que je retiens pour aider quelqu'un dans notre entourage qui a une maladie chronique, que ce soit une maladie inflammatoire de l'intestin ou même autre maladie, là, c'est de peut-être faire nos recherches un peu de notre côté. C'est une bonne façon d'ouvrir la porte pour peut-être dire genre, ah, j'ai lu ça, est-ce que ça te représente ou est-ce que tu t'identifies peut-être à telle situation qui a été vécue, qui a été énoncée, puis après ça, peut-être nommer genre, est-ce qu'il y a des besoins que tu as que je pourrais t'aider à combler? Oui. Est-ce que mon approche est la bonne en ce moment? Est-ce que tu as besoin qu'on trouve des solutions? Est-ce que tu as comme besoin juste que je t'écoute? Oui. T'as-tu besoin que je t'écoute? Oui. As-tu des choses à dire? Oui. Puis comme trouver des fois comme... Est-ce que c'est bizarre de se dire genre on met à l'horaire un moment pour se parler? Non, jamais. C'est bon, hein? Oui, c'est vraiment bon. Parce que c'est comme tu as dit, tu le mets dans parenthèse, tu dédiquais vraiment un temps dans ta vie quotidienne pour dire, OK, aujourd'hui, c'est notre temps pour nous de communiquer. Puis encore, ça devient comme vraiment... au début, ça va être un peu comme... c'est un peu icky, c'est un peu awkward, mais au fil du temps, ça va commencer à être comme confortable de rentrer dans cet espace pour pouvoir avoir ces discussions. Oui, puis ça fait aussi peut-être que comme... On n'est pas... tu sais, des fois, quand tu sais qu'il faut que tu aies des discussions, puis là, tu as toujours peur que comme ça vienne. Puis là, des fois, quand tu vis des beaux moments, mettons, récemment, on allait sur une date, Nick puis moi, puis je savais qu'on avait des discussions importantes à avoir, puis on est sur la date, puis j'étais comme, OK, là, on a des discussions importantes à avoir, mais ça sera pas ce soir. Puis il était elle était genre soulagée, puis je dis, mais j'aimerais ça qu'on prenne un moment à l'agenda, peut-être dans 2 semaines, telle date, je savais qu'on avait rien, puis on pourrait prendre un moment pour en discuter. Puis il était comme, ah ouais, je suis partant. Ça, c'était vraiment... Fait que c'est de garder les moments, tu sais, des moments relax, des moments comme le fun, puis après ça, des moments, je dis pas que c'est pas le fun, mais tu sais, dédiés aux conversations, comme ça, le reste du temps, on peut aussi comme juste faire des activités ou décrocher, puis si on a besoin de parler, ben là, on dit, oh, stop, j'aurais besoin qu'on en discute. Puis ça aide beaucoup aussi à comme réduire les sentiments de ressentiment. Oui, parce qu'on n'accumule pas. Oui, c'est ça. C'est dire, OK, je vais prendre une pause, on va le noter, puis on va discuter, pas maintenant, parce qu'on est en train d'avoir comme un autre moment, mais on va trouver un moment pour le discuter. Ah, c'est bon, ça. Donc, tu le nommes. J'aime ça. Écoute, moi, je pense qu'on a atteint notre heure, mais j'ai pas de timer. Mais je suis contente qu'on ait pris un moment à l'horaire pour discuter ensemble. Mais merci. Merci beaucoup, Kim. Pour vrai, j'ai toujours du plaisir à parler avec toi. Puis, ben, je suis sûre que les gens ont toujours autant de plaisir à t'écouter. Écoute, en attendant la partie 3 de cette rencontre, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, on va se voir bientôt, j'espère. Ben, merci pour l'invitation. Bye. Bye. Cet épisode vous a plu, sachez qu'il est possible de soutenir le balado Deuxième porte à gauche via la plateforme buymeacoffee.com. C'est assez simple, on achète un café virtuel, ou 2, ou 3, ou 4, ou le nombre qui vous tente. Et ça permet en fait comme ça de soutenir le balado, de nous permettre de venir en studio enregistrer davantage de contenu, de prendre le temps de publier tout ça en ligne, d'aller chercher des invités, de faire de la recherche et vraiment de partager avec toute la communauté de l'information liées aux maladies inflammatoires de l'intestin. Le but, c'est de renseigner, c'est de briser les tabous, c'est de montrer qu'il y a des exemples autour de nous qui sont inspirants. On brise l'isolement, puis on permet aussi d'avoir du plaisir, honnêtement, et de donner une scène, si je peux dire, ou en fait une occasion aux gens qui vivent avec cette maladie-là de reprendre un peu le contrôle sur leur narratif en racontant leur histoire. Donc, si ça vous dit, c'est la plateforme Buy Me a Coffee, comme dans Achète-moi un café, et vous recherchez le balado Deuxième porte à gauche. Merci!